Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de NCIS, ce dinosaure télévisuel qui refait les contours de la propagande américaine comme on repeint une chambre d'ados dépressifs. Puisque oui, bienvenue dans le monde de NCIS, cette série où les flics sont propres, les militaires sont des saints et le monde entier se divise entre ceux qui aiment l'Amérique, donc les gentils, et les terroristes barbus qui détestent la liberté, évidemment les méchants. Si vous pensiez que 24 heures chrono était du grand spectacle militaro-fantasmé, bah attendez de voir ce que CBS a pondu avec NCIS, la série préférée des retraités et des fans de justice expéditive, version guimauve. Alors sans plus attendre, c'est parti. Déjà, on va commencer par le commencement et nous poser une question extrêmement simple. NCIS, c'est quoi au fond ? Bah, en gros, c'est une série pseudo-policière qui traîne sur les écrans depuis plus de 20 saisons et qui a réussi à transformer une petite agence fédérale obscure, qui existe en réalité, mais bon, t'as pas trop de poids vis-à-vis de la CIA ou du FBI, en véritables héros nationaux. On parle ici de l'Investigative Service de la Navy. Donc NCIS, un truc qui est normalement chargé d'enquêter quand un marine se fait zigouiller entre deux bières dans un port malfamé. Mais dans NCIS, bah ça ne s'arrête pas là, puisque ils arrêtent des terroristes internationaux, sauvent des otages en Somalie et interceptent des missiles nucléaires comme si c'était des paquets Amazon perdus. Un jour, ils enquêtent sur une fraude à la carte bleue dans un commissariat de base navale, et le lendemain, ils déjouent une attaque terroriste avec plus de facilité que toi quand tu retrouves ton mot de passe Netflix. La série jongle entre séries procédurales, telenovelas familiales, sitcom de bureau et OP militaire clandestine, avec une souplesse qu'on ne retrouve qu'au cirque, ou dans les discours d'un sénateur démocrate sur l'aide militaire à Israël. En tout cas, dans ce grand bordel scénaristique, NCIS parvient à faire oublier qu'elle est une pub géante pour le militarisme américain. Mais attention, une pub cool, avec des blagues potaches, des personnages à peine caricaturaux, et une ambiance de « on est tous une grande famille », entre guillemets, où le patriarche s'appelle Gibbs, un ancien sniper aux valeurs en titane trempé. Le gars est le cliché ambulant du daron texan un peu mutique qui résout tout à l'instinct. Et si ton enfant devait pleurer la nuit à cause d'un cauchemar, eh bien Gibbs pourrait te retourner ça afin de diagnostiquer une attaque terroriste qui vient. Et il aurait raison, parce que Gibbs a toujours raison, et c'est comme ça dans NCIS. Et justement, Gibbs c'est une bonne métaphore un peu de la série, parce que le NCIS a toujours raison, c'est toujours les gentils de l'histoire, et ce manichéisme moral est en réalité un tremplin parfait pour la propagande de la série. Alors sans plus attendre, c'est parti, parlons un peu de la catastrophe propagandiste qu'est la série NCIS. Alors forcément, avant de parler d'une série, il faudrait quand même parler de ses personnages. Bon, pour Gibbs, je lui ai déjà taillé un costard. On va passer donc au reste de cette famille peu recommandable. Alors déjà, on a le fiston con, mais loyal, Tony Dinozzo, le geek timide, McGee, qui exploite toutes les bases de données du FBI comme s'il piratait un compte Club Pingouin, et bien sûr, il y a la star, Ziva David, la tueuse israélienne sexy, qui incarne la quintessence du fantasme néo-conservateur, c'est-à-dire elle est étrangère, violente, loyale, mais surtout très jolie, voilà. L'écrivaillon qui l'a conçu, que ce soit Donald P. Belisario ou je ne sais quel autre schlag, a clairement ouvert un vieux magazine, pointé une nana en mini-short et dit, bon voilà, c'est notre Mossad. Et en plus, truc un peu ridicule, l'actrice n'est même pas israélienne, elle est chilienne. Mais bon, les producteurs ont certainement estimé que sud-américain, ça sonnait assez exotique pour faire illusion aux yeux de l'américain moyen. D'ailleurs, la façon dont l'actrice, côté des Pablo, a eu le rôle est assez, parlante, puisqu'il me semble qu'elle s'est faite un peu draguer par l'acteur qui joue justement Dinozzo, et les mecs se sont dit, bah c'est parfait. Ils ont beaucoup d'alchimie, donc c'est parti, bah on l'engage. Évidemment, bon, l'actrice était pas forcément enchantée, mais bon, elle voulait le rôle, donc elle avait pas trop le choix. C'est allé tellement loin qu'il me semble que le producteur l'ont obligé à faire un tour de voiture, donc avec l'acteur, Michael Weatherly, afin qu'il puisse faire connaissance ou je sais pas quoi. Bon bref, ça montre bien un peu l'ambiance sur le plateau d'NCIS. En tout cas, pour en revenir vraiment maintenant à la série, et on va toucher le cœur du problème, bah c'est que c'est un monde sans nuance qui nous est présenté dans NCIS, puisque c'est une série qui ne veut jamais que tu réfléchisses trop. Les gentils sont toujours gentils, les méchants ont toujours tort, et quand on te présente un agent du Mossad qui viole toutes les règles diplomatiques et tue un flic américain, bah c'est pas si grave parce que finalement c'est compliqué, tu comprends. Mais effectivement, si un petit barbu te dit bonjour avec un accent suspect, bah Patriot Act, Guantanamo et surtout aucun avocat. On est quand même pas chez les bisounours. C'est une série en fait qui applique une morale à deux vitesses. Les Américains peuvent torturer parce que c'est nécessaire, les Israéliens peuvent tuer par erreur des civils parce que c'est regrettable mais stratégique, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, les vilains barbus, les arabes, eux, effectivement, voilà, ce sont des fanatiques par nature, et si tu oses chercher des motivations complexes derrière ce qu'ils font, évidemment, on t'explique vite fait que leur seul rêve, bah, c'est d'avoir les 72 vierges, effectivement, et du miel à volonté, voilà. C'est ce que NCIS appelle le réalisme, c'est-à-dire aucune nuance, rien du tout, les gentils contre les méchants, voilà, ça s'arrête là. Et c'est quelque chose d'ailleurs que l'on voit dès la première saison,
Mais bref, c'est loin d'être terminé, puisque là, effectivement, il va falloir vous accrocher bien fort à vos clichés, parce que là, on entre maintenant dans le cerveau d'un scénariste de NCIS. Un monde où l'ennemi, c'est pas vraiment un humain, c'est pas une personne, hein. C'est une excuse pour faire exploser des trucs entre deux pauses café. Puisqu'encore une fois, hein, dans NCIS, il y a deux types de méchants, en général. Hein. Il y a les fanatiques au regard vitreux, qui n'aiment rien d'autre que la mort, les bombes artisanales et réciter des sourates en rigolant de façon démoniaque. Et, de l'autre côté, les vengeurs solitaires, qui deviennent terroristes parce que leur fils est mort dans un accident de bateau, littéralement. Hein. Le premier est un danger mondial, alors que le deuxième, attention, on essaie de te l'humaniser, hein, c'est un père en deuil qui s'est un peu emporté. Voilà. Si tu cherches la définition de double standard et de deux poids deux mesures dans le dictionnaire, en principe, tu tomberas sur NCIS avec Gibbs qui tapote l'épaule d'un psychopathe américain tout en menottant un gamin syrien de 16 ans pour avoir regardé une caméra peut-être un peu trop longtemps. Et justement, quand je vous parlais d'un psychopathe américain qui veut venger son fils, je vous faisais référence effectivement à Harper Deering, donc un CEO de la Silicon Valley, transformé en terroriste parce que son fils est mort sur un bateau militaire mal entretenu. Et du coup, sa solution, c'est de faire exploser toute la flotte navale américaine, hein, c'est logique, hein, afin de montrer que tout est mal entretenu et qu'il faut se réveiller et qu'il faut mieux construire, je crois, les bateaux, j'en sais rien. Bref, c'est comme si quelqu'un se faisait intoxiquer par un burger mal cuit et décidait de cramer tous les McDo du pays. Mais attention, hein, comme c'est un Américain riche et probablement golfeur, et bien là, c'est un terroriste mais avec une âme. Par contre, du côté des méchants barbus, là par contre, il n'y a pas de subtilité. C'est-à-dire que ce sont des monstres assoiffés de sang, ou des caricatures en manque d'amour, bien évidemment. Et leur motivation, soit ils veulent se venger de l'Occident parce qu'ils sont libres, ou alors parce qu'ils se sont radicalisés entre deux livraisons de ceintures explosives. On t'explique que leur haine est irrationnelle, que leur cause est un prétexte et que leur culture est médiévale, hein. Et NCIS nous sert ça avec une telle assurance que t'as presque envie de croire qu'ils ont un doctorat en géopolitique, jusqu'à ce que Maggie résolve une attaque de drone avec Google Earth et un filtre Instagram. Mais le pire dans tout ça, c'est que la complexité n'a pas le droit de citer dans cet univers. Tout ce qui dépasse une lecture binaire est immédiatement broyé par la machine scénaristique de la série. Terrorisme ou pas terrorisme, voilà la seule question qui compte, le pourquoi, le comment, l'histoire. Il y a un véritable refus absolu de réfléchir plus loin que eux pas bien et nous gentils. Et justement, cette même série joue constamment les équilibristes entre propagande militaire et telenovela de supermarché, tout en nourrissant l'idée que l'Amérique agit pour le bien, le fameux axe du bien, hein. Même quand elle bombarde à l'aveugle ou kidnappe des suspects sans procès. Par exemple, je vous montrerai l'extrait, Dino Zo menacera un suspect après l'avoir quasiment tabassé durant, j'allais dire une séance d'interrogatoire, c'est plus de la torture, hein. Voilà, donc il le menace d'aller à Guantanamo, comme si c'était une maison de retraite avec vue sur mer. Voilà. Et d'ailleurs, Ziva terminera en disant qu'effectivement, Guantanamo c'est une petite station balnéaire, hein, surnommée Gitmo bien entendu, donc Guantanamo Bay, et les interrogatoires musclés inclus dans le forfait. Et personne ne bronche, hein, c'est normalisé, y a pas de souci, hein, voilà. Une petite touche de waterboarding entre deux flashbacks familiaux, ça passe crème. Et à la limite, moi, ça me dérange même pas qu'on te montre ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on te montre que finalement, ces personnages sont moralement discutables, qu'ils sont un peu entre les deux. Je trouve que Sicario 2 montre bien ça, en fait. Parce qu'au tout début, effectivement, du film, tu vois donc le personnage joué par Josh Brolin torturer un terroriste et massacrer sa famille. Tu vois bien que le mec est peut-être un peu trop extrême, en fait, et que finalement, le personnage de Josh Brolin est pas forcément meilleur que les terroristes qu'il combat, et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer effectivement que le monde est gris. Malheureusement, dans NCIS, c'est pas tout à fait le cas. D'autant que dans le monde merveilleux de NCIS, bon, les Arabes, donc les barbus, sont aussi sexistes que violents, mais ils sont très sexistes, hein, bien sûr. Ce qui est pratique, hein, ça permet de justifier qu'on les envahisse. Pour libérer leurs femmes, et à la limite, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un petit souci dans tout ça, c'est que Tony Dinozzo, voilà, notre don Juan de bureau, passe son temps à mater ses collègues féminines comme si c'était des steaks du restaurant Wok d'à côté. Mais lui, par contre, ça passe, y a pas de souci. C'est marrant, parce que lui, il est attachant. Par contre, si un barbu dans la série ose hausser la voix sur une femme, là, par contre, effectivement, c'est un barbare, c'est un monstre, il faut l'éliminer. Voilà, y a pas de souci. Encore une fois, moi, ce qui m'énerve, c'est le deux poids, deux mesures. Si on critique les uns, faut critiquer les autres. Et de toutes les manières, encore une fois, ça ne servira à rien. Dans NCIS, l'Amérique est pure, propre et pleine de principes. C'est l'arbitre impartial, le tonton bienveillant, qui corrige les erreurs de tout le monde, même celles qu'il a lui-même causées. On torture, on tue, on ment, mais c'est parce qu'on doit le faire, hein, tu comprends, c'est le devoir, c'est l'instinct patriotique. Et c'est là où repose tout le génie tordu de NCIS. Réussir à faire passer un système d'espionnage mondial, une justice à géométrie variable, une guerre sans fin, comme ce qu'on pourrait appeler un feel-good show, quoi. Tu regardes ça, t'es heureux. Les copains de bureau, les petites blagues, les câlins entre deux meurtres. C'est The Office, mais sponsorisé par Smith & Wesson. Mais revenons à un autre personnage dont j'avais un peu parlé dans l'introduction de cette vidéo, on va parler de Ziva. Donc alors Ziva David, qui est un peu le personnage du béquille de cette série.
Elle est introduite, il me semble, au tout début de la saison 3, comme une agent du Mossad, hein. Mais pas n'importe laquelle, hein. La fille du boss du Mossad envoyée comme une princesse ninja dans une série Disney. Sauf qu'elle tue des gens à main nue et ne sourit que si t'es déjà mort. Mais rappelons-le, hein, Ziva n'a pas été écrite pour être israélienne au départ, non, non. Le producteur cherchait juste une jolie fille étrangère qui puisse encaisser les blagues lourdes de Tony Dinozzo sans appeler les ressources humaines. Une actrice chilienne avec un accent bricolé, 2 répliques sur Tel Aviv et paf. Voilà notre ambassadrice officielle de l'État d'Israël, version Playboy, IDF, édition spéciale bombardement humanitaire sur les enfants. Et bien sûr, elle est parfaite, hein. Froide, efficace, mystérieuse, loyale, violente, mais juste assez traumatisée pour qu'on puisse la sexualiser sans culpabilité, hein. Et là, NCIS sort un peu le grand jeu, parce que oui, là, la série effectivement ira jusqu'à critiquer Israël, mais un peu, hein. Genre 3 scènes de dialogue gênants où Gibbs regarde Ziva dans les yeux et balance un truc du genre « Ouais, tu crois pas que ton père est un peu extrême ?» Et elle, effectivement, répondra, l'œil embué, le mascara tremblant sous l'éclairage dramatique, il fait ce qu'il doit faire pour protéger son peuple. Traduction, oui, ok, on bombarde des hôpitaux, mais c'est parce qu'on a peur, hein, voilà. Et ça suffit à blanchir toutes les bavures, apparemment. Et pourtant, on te montre des agents israéliens qui assassinent, manipulent, mentent et infiltrent des agences américaines, utilisent des enfants comme appât émotionnel, tout ça dans la série, hein, on te montre tout ça. Mais c'est ok, à chaque fois, on te montre que finalement c'est ok, ou que c'est entre les deux. Parce qu'à la fin, Ziva quittera le Mossad et rejoindra le vrai camp du bien, c'est-à-dire l'Amérique. Un bon petit nettoyage scénaristique à l'eau tiède, on t'offre une critique mais sans jamais oser aller jusqu'au bout et dire qu'Israël est peut-être structurellement violent, non, non, non. C'est juste un contexte difficile, une région compliquée, hein. Et si tu n'adhères pas à cette logique, c'est probablement parce que tu ne comprends pas le Moyen-Orient. Sous-entendu, t'es con. Mais le chef-d'œuvre de cette mise en scène autour de Ziva, c'est surtout la guerre des papas, entre guillemets, puisque d'un côté, il y a son père, hein, le père biologique de Ziva, qui est donc Eli David, dirigeant du Mossad, une sorte de Palpatine sioniste, hein, qui a élevé sa fille pour qu'elle devienne une machine à tuer. Et de l'autre, il y a Gibbs, le père de substitution américain, taiseux mais juste, qui offre du café à ses agents et qui leur balance des énormes claques à l'arrière du crâne en guise de bisous. Et la question de loyauté de Ziva devient vite une allégorie grotesque. Doit-elle obéir à l'autorité paternelle israélienne ou se soumettre à l'ordre moral américain? Le conflit idéologique est résolu comme dans une mauvaise fanfic. Elle tue son frère palestinien israélien, donc Ari Aswari, trahit son père biologique et devient une vraie américaine ce faisant. Un arc narratif aussi subtil qu'un bombardement de drones dans une cour d'école. Et voilà comment NCIS te vend la réconciliation entre Israël et les États-Unis, par le meurtre familial, la soumission à l'Empire et un joli brushing en uniforme. Et donc, en réalité, c'est une critique vide mais fonctionnelle, puisqu'on pourrait croire que NCIS critique l'État israélien, mais non, en fait, la série t'offre une illusion de lucidité, pour que tu te dises « Ah ouais, quand même, ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout gentils ». Puis elle te dit aussitôt « Non mais, faut les comprendre quand même ». Et à la fin, bah rideau, c'est comme un sketch de Coluche écrit par la CIA. On rit mais pas trop fort, on critique mais du bout des lèvres, on dénonce mais sans jamais vraiment déranger. Et le vrai but, c'est de te rendre complice dans ta passivité, te convaincre que tout est trop compliqué pour être résolu. Donc autant soutenir les gentils qui parlent anglais et qui font des câlins à la fin des épisodes. Bah, de toutes les manières, NCIS, c'est un peu une comédie familiale sponsorisée par la NSA, on va pas se mentir. Parce que entre la surveillance de masse et le harcèlement incessant de Tony Dinozzo envers toutes les femmes du bureau, mais bon, t'inquiète, c'est pour rigoler, c'est comme si Orwell avait réécrit 1984 en sitcom, et encore, ça aurait été moins flippant. Parce que même le bureau fait un peu peur, hein. Il y a des petits bureaux ouverts, des cafés partagés, des regards complices entre collègues. Mais c'est pas une start-up, hein, c'est une agence fédérale d'enquête militaire où les gens rigolent entre 2 violations du droit international. On y analyse les trajectoires de balles avec des écrans tactiles made in Marvel, on pirate des serveurs étrangers depuis un canapé, on parle de Guantanamo comme d'un Airbnb, vous ferez payer pour présumer coupable, et le message implicite c'est que la guerre c'est sérieux, mais quand c'est nous qui la faisons c'est stylé. Et pendant ce temps, bah Maggie trafique des bases de données privées pour retrouver des suspects à partir d'un poil de barbe. Mais pas de soucis, hein, c'est pour la sécurité nationale. Et surtout, c'est drôle, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on se marre, dis donc. Mais bon, reparlons un peu de Tony, histoire de rigoler un peu, parce que là, effectivement, c'est l'agent spécial Dinozzo, et un QI plus que douteux, mais bon, voilà. L'ego, quand même, est de la taille de l'US Navy, et qui pense que toutes les meufs du bureau veulent le mettre dans leur agenda ovulatoire. Le mec drague tout ce qui bouge avec la subtilité d'un tractopelle, glisse des photos de bikini dans des rapports confidentiels, et insinue des blagues salaces à longueur d'épisode. Et le truc, c'est que dans n'importe quelle autre entreprise, Tony aurait été viré après 3 minutes et demie. Sauf que dans NCIS, bah c'est la mascotte, c'est la star, hein. Il est présenté comme l'enfant terrible, le charmeur mal
maladroit, le rigolo du groupe. Et résultat, bah, le harcèlement devient du charme en fait. J'imagine pas un mec qui essaie de te mater sans cligner des yeux pendant que tu bosses sur une autopsie. En fait, c'est pas attendrissant, c'est juste dérangeant. Tout ça, bien évidemment, est accompagné d'une petite musique jazzy rigolote, hein, histoire de dire non mais vous inquiétez pas, c'est une blague. Et puisque je parlais de NSA, bah oui, si tu pensais que le Patriot Act était une catastrophe pour les libertés civiles, bah non t'inquiète, hein, NCIS te montre que le flicage de masse est une preuve d'amour. Maggie peut pirater ton historique, tes appels, ton frigo connecté, mais c'est mignon, parce qu'il le fait en rougissant. Hein. On est dans un monde où le respect de la vie privée est une blague, et où avoir quelque chose à cacher, c'est être coupable d'office. Et résultat, bah, le spectateur lambda que nous sommes, coincé entre deux pubs pour dentier et des SUV patriotes, bah finit par penser que si les flics nous surveillent, c'est pour notre bien. Et pour couronner le tout, la série t'explique que la violence c'est mal, sauf quand c'est l'Amérique qui la pratique, avec une précision relativement chirurgicale. Les méchants tuent sans raison parce qu'ils sont méchants, les Israéliens tuent avec regret parce qu'ils sont gentils, mais... Et bien sûr les Américains, Gibbs et ses potes, bah eux ils tuent pour la justice. Et le tout est emballé dans une production télévisuelle clean, où même les explosions ont l'air d'avoir été validées par un comité d'éthique. On ne voit jamais les cadavres, on ne montre jamais les conséquences, on efface la réalité au montage comme une bavure policière dans un rapport de commandement. Et on va revenir avec la fameuse expression qui règle tout dans NCIS, c'est-à-dire c'est compliqué, hein, voilà, c'est un peu le safe word de l'impérialisme américain, hein. La formule magique qui transforme un massacre en débat, une occupation en dilemme moral et une série télé en outil d'abrutissement collectif. Et NCIS, bah en a fait son arme fatale. Parce que voilà, dans NCIS on t'explique que Israël, la Palestine, la guerre, les attentats, les enfants morts, les hôpitaux explosés, bah c'est compliqué, hein. Et quand on dit que c'est compliqué, c'est pas pour que tu comprennes mieux, hein, c'est pour que tu la fermes. Parce qu'en vérité, il y a rien de compliqué à comprendre que bombarder un camp de réfugiés avec des missiles fournis par ton pays, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, un peu immoral. Il y a rien de nuancé à savoir que des enfants meurent dans des écoles que ton gouvernement finance indirectement. Mais ça, NCIS te le vend comme un dilemme cornélien. Être ou ne pas être, to be or not to be. Si on les bombarde pas, ben qui va les bombarder? Et surtout, qui va nous protéger de ces méchants enfants? Et c'est ça le truc, c'est que protéger de qui en fait? De mecs qui vivent sous blocus depuis 17 ans? De gamins de 12 ans qui crèvent la dalle avec des cerfs-volants et des pierres? Ça va être compliqué quand même de protéger l'Amérique d'une telle menace. Et NCIS, dans sa grande bienveillance pseudo-critique, va même jusqu'à montrer que les services secrets israéliens font parfois des erreurs. Hein. Ils tuent des civils, ils manipulent la vérité, ils envoient des agents infiltrer l'Amérique, mais rassurez-vous, hein, c'est jamais de leur faute, c'est la pression. Par exemple, à un moment dans la série, il me semble que Gibbs fait référence au meurtre de Ahmed Bouchiki, qui a donc été tué par les services secrets israéliens à Oslo par pure erreur. En fait, il me semble que l'agent du Mossad qui a tué ce pauvre innocent l'a tué en pensant que c'était un mec du Hamas ou je ne sais quoi, bref. En tout cas voilà, il l'a tué devant sa veuve qui était enceinte de lui, imaginez le délire, et donc effectivement Gibbs name drop cette affaire en mode ouais, vous n'êtes pas tout blanc, et tu te dis bon bah incroyable, NCIS a compris qu'effectivement peut-être que justement les méchants ne sont pas ceux qu'on croit. Mais non, vous inquiétez pas, à la fin c'est jamais de leur faute, hein. C'est la pression, c'est la situation, c'est le contexte géopolitique. Et puis voilà, de toutes les manières, tous leurs voisins veulent les détruire, donc faut les comprendre. Et c'est là que le piège de propagande se referme. En t'offrant des critiques tièdes, eh bien la série t'empêche de penser en te disant « Ah ouais mais, ils critiquent quand même, hein ». En fait, elle te donne juste assez de doutes pour que tu n'aies plus de certitude, mais pas assez pour te poser les vraies questions. Imaginez un spectateur lambda de NCIS, disons Bob, hein, 63 ans, vétéran du Texas, amateur de barbecue et de reconstitution de la guerre du Golfe en modélisme. Faut savoir d'ailleurs que, selon les stats, c'est vraiment les boomers qui kiffent NCIS, hein, pas forcément les jeunes, mais bref. Et donc, Bob regarde l'épisode où le Mossad fait péter un hôtel entier pour éliminer un terroriste. Effectivement, il tique, il se dit, bon, c'est pas très propre tout ça, mais 2 scènes plus tard, Ziva explique, la voix tremblante, avec son joli mine, elle est jolie, hein, l'actrice, y'a pas de souci, en mode, et te dit, oh, c'est la seule façon de protéger mon peuple. Et Bob, ben, il repose son whisky et soupire. Ah ouais, bah, c'est compliqué. Et hop, fin de réflexion, la machine est huilée, pas besoin de lire un article, pas besoin de douter de ses certitudes, pas besoin de réfléchir sur ce qui se passe là-bas, parce que même les experts ne savent pas quoi faire, donc forcément, bah, c'est hors de notre portée. Sauf que non, les experts savent très bien ce qu'il faudrait faire, l'ONU sait très bien, mais Bob, lui, il a NCIS, donc bah, il ne le saura jamais. En fait, la complexité dans NCIS est utilisée comme anesthésiant moral. Le « c'est compliqué », c'est exactement ce que veulent les scénaristes. Pas pour t'éduquer, mais pour t'empêcher de juger, pour que tu restes bien tranquille dans ton canapé, pendant que ton gouvernement signe un nouveau contrat d'armement avec une puissance occupante. Et pendant que NCIS te balade entre réflexion et famille de cœur militaire, les États-Unis continuent d'envoyer des milliards à Israël, hein, sans condition, sans vérification, sans aucune gêne. NCIS, dans sa grande sagesse télévisuelle, ne dit jamais « Ah, peut-être que notre rôle là-bas est
problématiques. Non, non, non. Tout est noyé dans l'ambiguïté scénaristique. On montre les problèmes, mais jamais la solution. C'est du théâtre, hein. Une pièce bien rodée, une série écrite pour t'émouvoir juste assez, mais jamais assez pour que tu remettes quoi que ce soit en question. Parce que NCIS, comme tant d'autres séries de l'époque post-11 septembre, ne cherche pas à créer des citoyens critiques. Elle forme des spectateurs résignés. Des gens qui, face à la mort, l'injustice et la manipulation, se contentent de hausser les épaules et de murmurer « bah c'est compliqué ». Alors que la réalité, elle, bah elle est très simple. On bombarde des enfants, on finance ça, même si on s'éloigne de la question israélienne, je veux dire, cette série est quand même assez ridicule. Je me rappelle d'une scène mais lunaire de la fin de la saison 3, dans un double épisode très subtilement nommé Hiatus, hein, comme pour avertir les spectateurs, hein, ce qui va suivre n'est pas écrit par des êtres humains, c'est abusé. Alors, je vous la refais rapidement. Hein. Gibbs se prend une explosion dans la tronche, hein, normal, et tombe dans le coma. Comme si c'était un héros de Final Fantasy ou de JRPG standard, voilà. Et parce que les scénaristes n'ont visiblement jamais entendu de traumatismes cérébraux, autrement que dans les Feux de l'amour, bah Gibbs se réveille sans aucun souvenir postérieur à 91. Et en gros pour lui, Kurt Cobain est encore vivant, George Bush père est toujours au pouvoir. Pas certain que ce soit une meilleure époque. Il croit qu'il sort tout juste de la guerre du Golfe, qu'il bosse toujours et encore avec son vieux mentor Mike Franks, et que les téléphones portables sont des gadgets de Star Trek. Il ne reconnaît ni ses collègues, ni ses propres règles de vie, oui parce que le gars a littéralement un code personnel gravé dans son âme, et miracle scénaristique, il se souvient encore que bah les barbus sont dangereux et que le monde est en guerre. Donc voilà, la mémoire sélective, c'est fou comme elle nous permet de garder les bons vieux réflexes patriotiques. Mais le chef-d'œuvre du grotesque survient quand Gibbs, fraîchement réanimé et complètement déboussolé, part déjeuner avec son ancien mentor. Et donc là, effectivement, dans un diner digne d'un spot de recrutement pour les marines, les deux hommes partagent un bon vieux steak frites, l'archétype du repas viril d'homme libre. Bien évidemment, on aurait dit que Ronald Reagan venait d'inventer la viande. Et pendant qu'ils trempent leurs frites dans le ketchup de la nostalgie, Mike, dans un ton digne de Chuck Norris, dit en gros à son petit protégé que pendant qu'il dormait, le 11 septembre a eu lieu. Les barbus ont attaqué et que personne les a arrêtés. Donc... effectivement, la réaction de Gibbs est assez marrante puisqu'il vomit dans une poubelle, hein, sérieusement. Le mec hurle, il pleure, il recrache son steak, parce que l'idée que les États-Unis aient été attaqués sans lui est tellement insupportable à son subconscient militaire qu'il en a la gerbe. Et c'est ça le message, hein. Pas le fait que les civils soient morts, qui est horrible évidemment, pas le fait qu'une guerre injustifiée ait suivi, pas le fait qu'il y ait eu des fausses armes de destruction massive qui ont justifié des massacres d'innocents à n'en plus finir, non, non. Et pas le fait que l'Amérique ait réagi en bombardant 3 pays d'un coup. Non, non. Le vrai drame pour Gibbs, c'est pas forcément les victimes du 11 septembre ni quoi que ce soit non plus, hein. C'est qu'il n'était pas là pour empêcher ça. Comme si, s'il n'avait pas été dans le coma, il aurait pu sauter du haut du World Trade Center, détourner les avions à main nue et sauver la démocratie occidentale, le monde libre, hein, comme on dit, avec un regard et une claque sur la nuque. C'est une scène tellement surréaliste qu'on se demande si elle n'a pas été écrite par une IA entraînée uniquement sur des forums military LARPing et des romans de Tom Clancy. En fait, dans cette séquence, qui est donc un condensé de l'idéologie NCIcienne, on atteint une sorte d'apothéose narrative. L'amnésie comme purification idéologique. On efface tout ce qui pourrait rendre Gibbs humain, ses doutes, ses erreurs, sa conscience, pour garder une seule chose, le mythe du soldat trahi par un monde trop lent à réagir. Et la solution, c'est qu'à la fin de ces deux épisodes, c'est qu'il rentre chez Franks au Mexique. Parce que bien sûr, après une vie de service, un sniper patriote qui a vu l'Amérique se faire attaquer par les Arabes ne peut que fuir, hein, ou se préparer à la prochaine guerre, steak frites en main. Cela étant dit, il reviendra assez vite, hein, parce qu'il faut savoir que dans la saison 3, donc en principe c'était les adieux de Gibbs à NCIS, et la série était censée continuer sans lui, justement parce que donc l'acteur qui joue Gibbs, Mark Harmon, avait de gros problèmes, je crois, avec le producteur exécutif ou un des écrivains, bref, un grand ponte, le showrunner de NCIS, qui est donc Donald Bellisario, et il me semble que c'est pour ça qu'à un moment donné, elle dit, bah écoutez, moi je me taille. À ce moment-là, la série était tellement appréciée que bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont réussi à le convaincre pour revenir et rempiler pour une petite saison 4. Mais pour en revenir à cette scène, ce qui est brillant dans un sens absolument pathologique à cette séquence, c'est que cette amnésie ne retire à Gibbs que les informations contextuelles, hein. Il oublie les visages, les noms, la technologie, mais ce qu'il garde précieusement dans son subconscient, c'est que les barbus sont les ennemis, la guerre est nécessaire, son instinct est infaillible, et le steak frites c'est sacré. C'est littéralement un rêve humide de think tank militaire. Un homme pur, lavé de toute subtilité, avec la haine intacte, hein. Faudrait quand même pas oublier ça. Et pour terminer avec cet épisode, enfin ces deux épisodes, il me semble qu'à la toute fin, il y a Ziva qui se met à chialer dans les bras de Gibbs, et je crois, de mémoire, que c'est la pire séquence que j'ai jamais vue de ma vie en termes d'acting. Quand l'actrice, la côté des Pablo, fait semblant de pleurer, j'ai jamais vu pire. Il faudrait quand même que je me revoie la séquence histoire d'être certain, mais je crois que oui, je mets dans mon top 5 des pires acting de l'histoire. Voilà, à vérifier. Quoi qu'il en soit, le bilan, c'est que NCIS, bah, ça rend le monde illisible à force de le simplifier, ou de le complexifier, si tu fais partie d'un certain pays. Parce que NCIS, finalement, c'est pas une série policière, c'est pas une série militaire, c'est pas une série tout court, c'est un manuel d'endoctrinement lent et sucré, destiné à une génération qui veut croire que l'Amérique est toujours du bon côté, et même quand elle livre des bombes à fragmentation à des régimes autoritaires pour aller bombarder
population majoritairement faite d'enfants, bah finalement ça passe. C'est un aspirateur à conscience en fait, c'est une œuvre conçue pour désactiver ta pensée critique tout en t'offrant un joli générique et des blagues douteuses entre deux morts. Et ce qui la rend vraiment dangereuse cette série, c'est pas la violence qu'elle montre, c'est ce qu'elle justifie, c'est ce qu'elle banalise. C'est ce qu'elle camoufle derrière des steaks frites, des papas silencieux et des femmes fortes mais bien dressées. Je me rappelle encore de toutes les scènes où il y a une meuf dans le bureau qui essaie de faire la daronne. Genre, ouais, c'est moi qui décide. Et tu vois effectivement 2 minutes plus tard, Gibbs débarquer et lui dire de fermer sa gueule et d'aller dans la cuisine faire un sandwich. Enfin, je veux dire, bon, c'était des scènes effectivement très marrantes à regarder, là-dessus y a pas de souci. Mais c'est clair que si derrière tu dis que tous les barbus sont des sexistes mais que Gibbs c'est un énorme chauviniste, il me semble d'ailleurs que dans les premières saisons, il y a une conversation entre Gibbs et Ducky qui est donc le médecin légiste un peu sympa. Ils disent tous les deux que de toutes les manières, ce sont des chauvins et que de toute façon, ils ne verront jamais les femmes comme égales à eux. À la limite, pourquoi pas, hein, c'est une pensée qui peut se défendre. Là-dessus, je discuterai pas. En tout cas, c'est dit, mais le problème, c'est même pas le fait qu'ils soient machistes, c'est le fait qu'il y ait un 2 poids 2 mesures. Les ennemis sont machistes, c'est pas bien, mais nous, on a le droit de l'être, parce qu'on est gentils. C'est ridicule, bref. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série. Moi, vous avez compris que j'étais pas un gros fan. Prenez soin de vous et à la prochaine.